Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Il est 13 heures passé de 1 minute, c'est l'heure de votre journal. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la une de ce trésor. Les journalistes à l'école de la Fondation Twindi pour mieux outiller les hommes des médias pour qu'ils soient des vecteurs importants dans la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre pays. Batraoré nous en parlera. Pour mieux coordonner la lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes de VIH et la tuberculose, Arcade Santé Plus, le Fonds mondial de lutte contre les deux maladies et quelques associations se donnent la main pour une campagne de sensibilisation à travers le pays. Awa Daman Koulibaly nous fera le point. Il n'est pas rare de voir, lors des funérailles musulmanes, des personnes collecter de l'argent pour aider les familles endeuillées, une pratique non interdite par la religion musulmane. Mais souvent, les familles ne perçoivent pas cet argent car des personnes qui collectent disparaissent avec le butin. Dans son dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous parle de ce phénomène. Hors du Mali, en Sierra Leone, après une journée agitée par des coups de feu dans la capitale Freetown, le calme est revenu et le président sierra-léonais Julius Maada Bio annonce beaucoup d'arrestations et ces personnes seront traduites devant les tribunaux. En Guinée-Conakry, plus de 32 millions de francs CFA pour toute personne qui aidera le gouvernement à capturer le colonel Pivi en fuite depuis son invasion spectaculaire de la maison d'arrêt de Conakry. Et puis en sport, Fotiki Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. Avec lui, on parlera de la Coupe du Monde des cadets Indonésie 2023, des compétitions africaines des clubs avec le bon démarrage du stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération et du championnat national de Ligue 1 5e journée, sans oublier la Ligue des champions d'Europe. Rendez-vous en fin de journal pour le tour du sport. Lundi 27 novembre 2023, on démarre la semaine avec vous, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. 22 journalistes de Bamako viennent d'entamer ce matin une série de formations sur le professionnalisme journalistique et la liberté d'expression. La session est initiée par la Fondation Twindi et vise à renforcer les capacités des hommes de médias dans le contexte de la consolidation de la paix au Mali. Ba Traoré. La liberté d'expression, un élément déterminant de la démocratie et les hommes de presse en constituent un levier important. Mais pour que les journalistes jouent pleinement ce rôle, ils doivent être suffisamment formés sur les bonnes notions. Pour répondre à cette requête, la Fondation Twindi ouvre une série de formations à l'intention des hommes des médias. Tidjani Togola, directeur exécutif de la Fondation Twindi. C'est de leur donner les compétences sur les enjeux liés aux élections, aux droits humains, à la société, notamment dans le but de pouvoir consolider la paix et la cohésion sociale. Le dernier objectif que nous visons, c'est de faire en sorte que les journalistes qui bénéficient de cette formation puissent avoir des compétences sur les questions de genre. Et cette session réunit des journalistes qui ont soit été lauréats, soit nominés dans le cadre des Mali Media Awards, qui est une grosse compétition qui se fait chaque année. Une équipe d'experts est choisie pour échanger avec les participants sur les principes du professionnalisme journalistique et la liberté de la presse. Salif Sanogo, formateur. Les principes de base du journalisme, c'est quoi même le journalisme? Quelles sont les missions du journaliste et surtout quel est le rôle social du journaliste dans la société? Nous verrons également les questions d'éthique et de déontologie, car vous le savez, dans notre pratique, il faut toujours des piqûres de rappel pour que les uns et les autres puissent se souvenir des principes qui guident notre métier et surtout qu'aujourd'hui, avec l'adoption de la loi sur la cybercriminalité, il faut que les uns et les autres sachent à quoi ils peuvent s'exposer. Donc c'est une formation globale et il y aura un volet consacré également à l'investigation journalistique. Cette série de renforcements des capacités des journalistes s'ouvre avec 22 participants de Bamako. L'ambition de la Fondation Twindi est d'étendre la session à 44 autres journalistes des régions. En prélude à la journée internationale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année, le réseau malien des associations de personnes qui vivent avec le VIH et le sida a procédé au lancement de la campagne annuelle sur la non-stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH et la tuberculose. L'association est aidée dans cette campagne de mobilisation contre la stigmatisation par des partenaires comme l'Arcade
STC+, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Awa Adama Koulibaly pour les détails. Très jeune, Dame Konaté a été diagnostiquée séropositive, c'est-à-dire porteuse du VIH-Sida. Cela fait 22 ans qu'elle vit avec cette maladie, faisant face à des difficultés. Lorsque j'ai découvert ma maladie, ma mère a été bouleversée. Nous n'avons rien dit à mon père. Elle m'a traitée comme une personne étrangère en me mettant à l'écart. Sinon, aujourd'hui, j'ai 7 enfants. Un seul est séropositif. Comme elle, des milliers de citoyens atteints du sida et de la tuberculose se battent au quotidien contre les stigmatisations et discriminations. Aminata Diarra, présidente du comité anti-tuberculeux de lutte contre les maladies respiratoires du Mali. La première stigmatisation, moi je crois que c'est au niveau des centres même. Quand une personne est détectée tuberculeuse, la famille commence à écarter cette personne-là. Alors que s'il est sous traitement, il n'est plus dangereux. Les semaines à venir seront consacrées par les associations des personnes infectées pour communiquer et sensibiliser dans toutes les capitales régionales du pays. Mariam Touré, présidente du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette campagne, c'est d'informer et sensibiliser la population par rapport aux conséquences liées à la discrimination et à la stigmatisation à l'endroit des personnes infectées par le VIH et la tuberculose. Selon les spécialistes, le traitement demeure le moyen le plus sûr pour stopper la chaîne de transmission du sida et de la tuberculose. Un traitement qui est d'ailleurs totalement gratuit. Il suffit juste d'un bon accompagnement psychologique pour offrir une existence du moins normale aux malades. Rappelons que c'est le 1er décembre de chaque année que la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée. D'ici là, prenons la direction du village de Koyan dans la commune de Tamani qui a reçu la visite paysanne 2023 de l'Ecrisat et de ses partenaires. La visite 2023 s'est effectuée dans le champ de Gaussou Diarra, un jeune agronome qui a bénéficié des parcelles de démonstration du projet intégré pour la résilience au Mali. Envoyé spécial à Tamani, Suleiman Sidibé et Gaussou Touré. Nous sommes à Koyan, à une centaine de kilomètres de Ségou, un village à vocation agro-pastorale qui reçoit la visite paysanne 2023 du projet intégré de résilience au Mali. L'Ecrisat Mali, l'Institut d'économie rurale, le PAM et l'ONG Malimark sont donc venus visiter le champ de Gaussou Diarra. Gaussou est le porteur de parcelles de démonstration du projet intégré de résilience cette année dans la commune de Tamani. Il a bénéficié de plusieurs variétés de semences. Gaussou Diarra, agriculteur. Ici, on avait 4 variétés d'arachides. J'avais la fleur 11 et puis il y avait ICGV 13825 et puis il y avait aussi ICGV 015. Donc plus la variété locale. C'est des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse. L'Ecrisat et ses partenaires se réjouissent du résultat obtenu sur le terrain. Bakar Sissé, point focal du projet intégré de résilience à Ecrisat Mali. Quand on regarde un peu, les parcelles de démonstration ont été très bien entretenues. Ça dénote de l'intérêt déjà que le paysan il apporte à l'innovation. Tangara Aminata Koulibaly, directrice de Malimark. Les parcelles ont été installées le 12 août. Normalement, à cette période, on ne parle plus d'installation de parcelles, mais on a pris les risques pour voir, pour bien regarder comment nos variétés allaient se comporter. Ça a vraiment donné, ça a été une surprise agréable pour nous. Le préfet des cercles de Baraouli réitère son accompagnement à cette initiative qui renforce les efforts des autorités du pays en faveur de l'agriculture. Ça aide vraiment nos producteurs à non seulement avec le changement climatique, ils n'auront pas besoin vraiment de se tracasser. Dès que tu sèmes, au bout de 60 jours à peu près, la récolte est là en abondance et vraiment en qualité aussi. La visite des journées paysannes, c'est aussi un espace d'échange entre producteurs, vulgarisateurs, fournisseurs et chercheurs.
13h10, actualité hors du Mali, en Sierra Leone. Après une journée d'affrontements armés à Freetown, la capitale, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a affirmé que le calme est revenu dans la capitale. Il a qualifié ces affrontements de tentatives de déstabilisation de l'État avant d'affirmer que la majorité des responsables de cette attaque ont été arrêtés et seront mis à la disposition de la justice. Un couvre-feu a été décrété dans tout le pays par les autorités jusqu'à nouvel ordre. En Guinée-Conakry, le colonel Pivi, un des accusés au procès du massacre du stade du Conakry du 28 septembre, sorti de prison par un commando armé, est de plus en plus recherché. En plus des forces spéciales qui sont à ses trousses, le ministre de la Justice de la Guinée a promis plus de 32 millions de francs CFA à tout citoyen qui localisera le colonel Pivi. Au Tchad, la campagne pour le référendum du 17 décembre prochain a démarré ce week-end. Cette campagne de 20 jours permettra aux différentes tendances politiques d'échanger avec les populations sur le choix de la forme de l'État. Plusieurs organisations de la société civile ont déposé une requête auprès des autorités judiciaires pour demander la suspension de la coalition pour le oui. Selon elle, la présence à sa tête du Premier ministre de transition violerait le principe de neutralité. Au Kenya, le comité du dialogue national a rendu samedi dernier son rapport. Cette discussion bipartisane entre le camp du président William Ruto et celui de l'opposant Raila Odinga ont été instaurées en août dernier après plusieurs semaines de manifestations antigouvernementales. Plusieurs recommandations sont proposées par le comité du dialogue national, la réduction de 50% des budgets voyage du gouvernement, une baisse de 30% de leur indemnité lors des déplacements, la création d'un poste de chef de l'opposition et celui de Premier ministre, ou encore plusieurs réformes autour du processus électoral. Le rapport doit être présenté maintenant au président William Ruto et Raila Odinga pour validation avant d'être discuté au Parlement. Le président kenyan a déjà annoncé hier lors d'une messe que les recommandations proposées étaient pratiques et bonnes pour le pays. Enfin, guerre Israël-Hamas. La trêve de 4 jours entre les deux parties prend fin en principe aujourd'hui. Cette trêve a permis la libération d'otages, de prisonniers et une aide d'urgence vitale dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, les pourparlers ont démarré sous l'égide des médiateurs pour la prolongation de cette trêve. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, selon le ministre de la Santé du Hamas. Depuis cette date, plus de 1200 Israéliens ont également été tués. À 13h14, nous parlons des notices de ce 13h qui concerne notre dossier de tous les lundis. Le phénomène n'est pas certainement nouveau pour vous. Lors des funérailles, on collecte de l'argent au retour du cimetière pour la famille du défunt ou de la défunte. Cette tradition prophétique qui se faisait à l'époque en nature précisément par la préparation de la nourriture. Bien que les choses aient changé aujourd'hui, la portée reste la même, celle de venir en aide à la famille endeuillée. Malheureusement, certaines personnes disparaissent avec l'argent collecté. Si toutes les religions condamnent le vol, ce comportement n'est pas sans conséquence. C'est le sujet du grand format de ce lundi. Il est signé Brahma Traoré. Autrement dit, la mort suffit à elle seule comme prêche, mais quand ce moment de méditation devient une occasion pour ces fidèles entre guillemets de chercher à assurer le pain quotidien, y compris le vol de l'argent collecté pour la famille du défunt ou de la défunte, ce n'est pas une simple affirmation, mais bien un phénomène réel et très présent lors des funérailles. Ce n'est pas Madani Keïta, un fidèle musulman, qui dira le contraire. Certaines personnes sont régulièrement présentes aux funérailles, qu'elles connaissent ou pas le défunt ou la défunte. Généralement, elles écoutent les avis et communiqués à la radio. Quand elles constatent assez de noms de responsables dans un communiqué, elles se rendent sur le lieu de l'enterrement. De retour du cimetière, si l'imam sollicite la contribution des uns et des autres pour la famille du défunt, ces personnes se lèvent pour collecter de l'argent et disparaissent. J'ai été témoin des cas. Si le montant est conséquent, certains cachent dans la main gauche et les jetons dans la main droite qu'ils déposent auprès de l'imam. Le phénomène a aussi un visage féminin avec un même objectif, se faire de l'argent pendant une cérémonie dont tout vivant sera au centre un jour ou l'autre. Une sexagénaire dont le nom ne sera pas révélé s'adonnait à cette pratique avant d'être démasquée. Cette fidèle musulmane
a été témoin. Cette vieille femme reconnaît que le vol est devenu son habitude. Elle écoute les avis communiqués à la radio nationale. Quand elle apprend le décès d'une personne riche, elle se rend là-bas pour mener son opération. Et elle se fait toujours accompagner par son fils qui ignore ce comportement de sa mère. Ces musulmans de Nord s'improvisent parfois en collecteurs de cet argent au retour du cimetière sans en être chargés. Au finish, c'est des contributions financières des fidèles atterries dans leurs poches, un comportement non orthodoxe constaté également par Al-Hassan Ba, spécialiste en droit islamique. Pour collecter, très généralement, on dit aux hommes de casse à Nyamakala de s'élever pour collecter. Mais il y en a certains qui viennent et qui se transforment en ça, qui souvent collectent l'argent au lieu de revenir vers la source, parce que tout l'argent doit venir vers l'imam, mais au lieu de venir là-bas, souvent ils prennent d'autres chemins. Naturellement, ce comportement est contraire aux valeurs de l'islam, mais pas seulement. Aucune religion ne tolère le vol, encore pendant les funérailles, selon les spécialistes en droit islamique. Le vol dans toutes les religions est un péché, est un crime. Et surtout commis dans un lieu religieux, ça fortifie davantage son caractère criminel. C'est une perte de crédibilité aussi, parce que quelqu'un qui vole, on n'accorde plus de crédit à la personne, et la personne aussi est nuisible dans la société. Nuisible dans la société et doit s'attendre aussi à la colère divine. À la recherche de quoi se nourrir, le vol reste un raccourci pour ces personnes, mais il ne mène pas loin selon ces fidèles musulmans qui appellent à une prise de conscience. Ces personnes doivent comprendre que tout ce que l'homme pose comme acte dans ce monde, il en répondra devant Dieu le jour du jugement dernier. Ce comportement n'est pas digne d'un bon musulman. Que Dieu les guide sur un droit chemin. On doit comprendre et se convaincre que tôt ou tard, on sera dans la même situation que celui ou celle qu'on accompagne à sa dernière demeure. On doit donc faire attention. Dans un pays où la solidarité n'est pas un vain mot comme le Mali, la mort est toujours un moment de compassion et de soutien à la famille du disparu. Une tradition prophétique que nous explique Al-Hassan Ba, spécialiste en droit islamique. Au temps du prophète, ce n'était pas de l'argent, la contribution était surtout aperçue dans le domaine de la nourriture, c'est-à-dire chacun préparait chez lui pour amener un plat chez la famille endeuillée pour que les gens qui viennent puissent manger et que cette famille en question ne soit pas vraiment inquiétée par rapport à la nourriture. Mais aujourd'hui, nous savons qu'à Bamako, il est très difficile. Même si on a la volonté pour préparer, c'est très difficile. Raison pour laquelle nos éléments ont jugé nécessaire de faire une contribution en argent. Ça n'a pas un statut d'obligation. Ce n'est pas une obligation, mais les gestes renforcent les relations humaines, pourvu que l'argent collecté tombe dans la poche de ceux à qui il est destiné. Ce qui est bien dit, lui va venir tout à l'heure pour nous parler de la destinée du sport dans ce journal. Vous l'avez compris, à 13h20, il s'agissait de Fotiki Tunkara, comme tous les lundis, si tout va bien, et là à 13h pour la page sportive. Bonjour Fotiki, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Nous allons aller loin, très loin même, direction Indonésie, pour parler de la Coupe du Monde des cadets 2023. Place demain à la demi-finale avec un alléchant Mali-France. Absolument. Les aigles cadets du Mali vont donc tenter de rejoindre la finale de la Coupe du Monde U17 pour la deuxième fois de l'histoire après l'édition de 2015 au Chili. Pour cela, il faudra battre les Bleus de la France en demi-finale demain mardi. Le coup d'envoi est prévu pour 12h temps universel. Vainqueur 1-0 du Maroc en quart de finale samedi. Les jeunes Maliens impressionnent depuis le début de la compétition. Ils restent sur un parcours flatteur et élogieux de 4 victoires en 5 matchs avec 14 buts marqués contre seulement 2 encaissés. En face, ils ont des jeunes Français certes moins tranchants avec 8 buts inscrits, mais très solide derrière avec le moindre but concédé jusqu'ici. Mais peu importe l'adversaire en face, les jeunes Maliens sont déterminés à poursuivre leur aventure. À ces propos, je vous invite à suivre la déclaration du jeune capitaine Ibrahim Diarra. Dieu merci, on va préparer demi-finale comme les autres matchs. Ensuite, c'est contre la France. Ouais, c'est normal contre la France, c'est normal. Nous aussi, nous sommes le Mali.
Voilà, nous aussi, nous sommes le Mali. Dixit, le capitaine Ibrahim Diarra, ce qui dénote d'ailleurs la forte détermination donc de ces jeunes. Ousmane, on ajoute qu'il faut noter que la France est toujours sous le coup d'une enquête de la FIFA. Le jeune franco-nigérien Yanis Issoufou, à l'origine d'un imbroglio administratif autour de ses sélections avec le Niger, a été écarté du groupe. Si la France ne devrait pas être disqualifiée, le joueur d'origine nigérienne a été suspendu provisoirement par la FIFA. Dans l'autre demi-finale, l'Argentine jouera contre l'Allemagne. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 8h30. En tout cas, toutes ces rencontres sont assurées sur ORTM1 demain mardi et sur la chaîne 2 également. On va souhaiter bonne chance à nos cadets pour aller loin encore dans cette compétition. Sur le continent, l'actualité a été marquée ce week-end par le démarrage de la phase de poule des compétitions africaines de club et ball entame des Blancs de Bamako face au Diable Noir du Congo. Absolument, belle opération du Stade Malien de Bamako qui a frappé un grand coup au compte de la première journée du groupe D de la Coupe de la Confédération hier au stade Alphonse Massaba Deba de Brazzaville. Les Blancs de Bamako s'y sont imposés 3-1 face au Diable Noir du Congo sur leurs propres installations. Avec cette victoire en déplacement sur terrain adverse, le Stade Malien de Bamako entame de la plus belle manière cette campagne africaine. Pour l'entraîneur du Stade Malien de Bamako, ce sont la solidarité et la détermination de ces joueurs qui ont été déterminantes dans cet exploit. Je vous propose d'écouter Sekou Sek Bako. Cette victoire, je pense qu'il y avait la solidarité de notre côté, la solidarité, l'engagement, l'envie et la détermination. C'est ce que j'avais dit aux jeunes depuis à l'hôtel. C'est-à-dire, pour gagner un match, il faut qu'il y ait la solidarité, il faut qu'il y ait de la complicité entre nous. Je pense que ça a été le cas et Dieu merci. On a pu scorer 3 fois en première mi-temps et voilà, le résultat est comme vous le savez déjà. Par rapport à la prestation de mes jeunes, certes, le tout ne pouvait pas être rose. C'est vrai qu'il y a eu des lacunes, il y a eu beaucoup de choses qu'on doit corriger et je pense qu'on va le corriger avant la prochaine journée. Voilà, Sekou Sek Bako qui réagissait après la victoire du Stade Malien de Bamako d'ailleurs qu'on a pu joindre grâce à Mohamed Soumaré. Ousmane, on va juste préciser que dans l'autre match de ce groupe D, la Renaissance sportive de Berkane a dominé Sekoukoune United d'Afrique du Sud 2-0. Dans le groupe A, Futur FC d'Égypte a battu Super Sport United 1-0. Le SM Alger a gagné contre Al Hilal Benghazi 2-0. Dans le groupe B, Sagrada Espérance d'Angola a gagné contre Soir Académie de la Guinée-Conakry 2-0 également. Les Zamalek d'Égypte s'est imposé devant Abou Salim de la Libye 1-0. Dans le groupe C, le club africain de Tunis a dominé Dreams FC du Ghana 2-0. River United du Nigeria a battu l'Académie d'Angola 3-0. Et tour au plan national pour parler de la 5e journée du championnat national de Ligue 1. Oui, donc une Ligue 1 malienne de football d'ailleurs dont la 5e journée a pris fin hier avec 2 rencontres au programme. L'AS Police s'est imposée devant les COB 1-0. C'est par ce même score que les 11 créateurs de Niarela se sont inclinés devant le Bingham FC. Autre résultat enregistré au compte de cette 5e journée du championnat national de Ligue 1 malienne de football. L'AS Siral a renversé l'US Kita 2-1. C'est par ce même score que le Djulba AC est venu à bout de l'histoire. L'AS Bakadia de Barouli a disposé de l'AS Black Star de Badalabougou 2-0. L'AS Co a pris le meilleur sur AFE 1-0. ATS de Koro a perdu contre l'US Bougouba 3-0. Enfin, le match qui devait opposer le Stade Malien de Bamako à l'US Bougouni est reporté à une date ultérieure en raison du déplacement des Blancs au Congo. On termine par la Ligue des champions d'Europe, place demain mardi et mercredi à la 5e journée de groupe qui sera déjà déterminante pour quelques cadeaux. En tout cas, dans le groupe E, à 20h, l'Atlético Madrid, leader avec 8 points, se rendra à Rotterdam chez Feyenoord, 3e avec 6 points. À 17h45, le Lazio, 2e avec 7 points. Akira, le Celtic Glasgow, 4e avec une seule unité. Dans le groupe F, à 20h, le leader Dortmund, 7 points, sera en déplacement chez le Milan AC. Votre Milan C1, 3e avec 5 unités. Le PSG, 2e avec 6 points, recevra Newcastle, 4e avec 4 unités. Dans le groupe G, dominé par les Citizens, Manchester City, 12 points. Akira, son dauphin, RB Leipzig, relégué à 3 points derrière Young Boys de Berne, dernier avec un seul point, et Étoile Rouge de Belgrade, avant-dernier avec également un seul point, s'affronteront dans un duel de mal classés. Le choc du groupe H mettra aux prises à 20h le leader FC Barcelone et son dauphin FC Porto, qui totalise 9 points chacun. À 17h45, le Shakhtar Donetsk, 3e avec 6 points, tentera à domicile d'enfoncer un peu plus Antwerp, bon dernier, qui n'a encore engrangé le moindre point. Suite et fin de cette 5e journée mercredi avec FC Séville, PSV Eindhoven à 17h45, Galatasaray, Manchester United
Manchester United à 17h45 également. Real Madrid-Naples à 20h. Benfica-Lisbonne, Inter Milan à 20h également. Bayern Munich, FC Copenhague à 20h. Real Sociedad de Red Bull Salzbourg à 20h. Arsenal-Lens à 20h également. Et Sporting Braga, Union Berlin à 20h également. On va aller très vite avec ce rendez-vous de ce soir sur RTM 1. L'émission sportive Score sera consacrée aux aigles du Mali et au cadet ainsi que à toute l'actualité du week-end sur le plan sportif. Absolument. Et pour cela, un plateau alléchant est donc concocté par les services de sport donc de l'ORTM pour les téléspectateurs. Et je pense réellement que les absents auront tort. Je vous donne rendez-vous donc, vous l'avez dit, à 21h30 sur RTM1 dans l'émission Sportive Score pour ouvrir le débat. 13h passées de 26 minutes à Dramani, région de Kaes, à la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Djouratier Diakité, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Fousseini Diarra sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bon après-midi et bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.